Un contrôle fiscal, une demande de prêt, une question d'un associé sur la santé de l'entreprise. Dans les 3 cas, la première pièce demandée est la même, les comptes. Dans cet épisode, nous posons les bases de la comptabilité générale française. Vous découvrirez pourquoi elle est obligatoire, qui la lit, quelle pièce justifie chaque écriture. Et vous rencontrerez l'entreprise qui nous accompagnera sur toute la série, la menuiserie Valoir. À la fin de ces 10 épisodes, vous saurez lire des comptes annuels complets et comprendre chaque décision qui les façonne. Voici notre parcours. Nous commençons par le texte de loi qui impose la comptabilité à toute entreprise commerciale. Nous listons ensuite les destinataires des comptes, en interne comme en externe, et ce que chacun cherche à savoir. Nous détaillons les pièces justificatives, sans lesquelles aucune écriture n'a de valeur. Nous distinguons les régimes comptables selon la taille de l'entreprise. Nous vous présentons la menuiserie Valoir, notre fil rouge pour les 10 épisodes. Nous passons en revue les grands principes comptables. Nous terminons par les erreurs classiques du débutant, puis l'essentiel à retenir. Beaucoup de créateurs d'entreprises pensent que la comptabilité est un service qu'on achète pour se simplifier la vie. C'est en réalité une obligation légale. L'article L123-12 du Code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant d'enregistrer chronologiquement les mouvements affectant son patrimoine. De contrôler l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs. Et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice. Ce texte n'est pas une formalité administrative parmi d'autres. Il fonde tout le reste, le bilan, le compte de résultat, l'annexe. Et in fine la liasse fiscale que vous déposerez chaque année auprès de l'administration. Il est utile de savoir ce que risque une entreprise qui ne respecte pas cette obligation. En cas de procédure collective, l'absence de comptabilité ou sa tenue manifestement irrégulière peut être qualifiée de banqueroute. Un délit pénal qui engage la responsabilité personnelle du dirigeant, au-delà de la simple société. Hors procédure collective, une comptabilité jugée non probante par l'administration fiscale, lors d'un contrôle, l'autorise à rejeter les documents présentés et à reconstituer elle-même le chiffre d'affaires, une taxation d'office presque toujours défavorable à l'entreprise. Ces conséquences expliquent pourquoi la rigueur comptable n'est jamais un simple confort de gestion, mais une protection juridique directe pour le dirigeant et pour la société. La comptabilité générale remplit 3 fonctions distinctes, et confondre l'une avec l'autre est la première source de malentendus chez les créateurs d'entreprises. D'abord, une fonction de preuve. Un livre comptable régulièrement tenu peut être admis en justice pour prouver un fait de commerce entre commerçants. Ce que ne permet aucun autre document. Ensuite, une fonction de pilotage. Le dirigeant y lit sa trésorerie, sa rentabilité, ses dettes, et peut ajuster ses décisions en cours d'exercice. Enfin, une fonction fiscale. C'est sur ces mêmes chiffres que se calcule l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Et la TVA due chaque mois ou trimestre. Une seule comptabilité, 3 usages, et c'est précisément ce qui la rend indispensable plutôt que facultative. Ce tableau montre pourquoi les comptes doivent rester fiables, ils ont plusieurs lecteurs aux intérêts différents. Les associés veulent savoir si l'entreprise est rentable et si un dividende est envisageable. L'administration fiscale s'en sert directement pour calculer l'impôt et vérifier la TVA déclarée. Les banques les examinent avant d'accorder un prêt, en particulier la structure du bilan et la capacité de remboursement. Les fournisseurs consultent parfois le bilan avant de livrer à crédit sur des montants importants. Et les salariés, via leur comité social et économique quand il existe, ont accès aux comptes déposés au greffe. Un même chiffre nourrit tous ces regards, ce qui impose une exigence de rigueur qu'aucun autre document interne n'a besoin de respecter. Concrètement, la loi impose 5 obligations à toute société commerciale. Tenir un livre-journal qui enregistre les opérations dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature. Tenir un grand livre qui reprend chaque compte séparément, pour connaître à tout moment son solde.
Réaliser au moins une fois par an un inventaire physique et une vérification des valeurs comptables, notamment des stocks et des immobilisations. Conserver les documents comptables et les pièces justificatives pendant 10 ans, un délai fixé par le Code de commerce. Plus long que la plupart des durées de conservation exigées en droit du travail. Et pour les sociétés commerciales. Déposer les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans les mois qui suivent l'Assemblée générale d'approbation. Une règle simple gouverne toute la pratique comptable, pas de pièces justificatives, pas d'écriture. Une facture d'achat ou de vente, un relevé bancaire, un bulletin de paie, un contrat de prêt. Une note de frais avec son justificatif, voilà les documents qui donnent naissance aux enregistrements. Cette exigence n'est pas de la bureaucratie gratuite. Elle garantit que la comptabilité reflète des opérations réelles et datées, et non des estimations approximatives faites de mémoire en fin d'exercice. En cas de contrôle fiscal, l'administration ne demande jamais seulement de voir les comptes. Elle demande de voir les pièces derrière chaque compte. Et l'absence répétée de justificatifs suffit souvent à faire tomber la présomption de sincérité de toute la comptabilité. L'exigence comptable n'est pas identique pour toutes les structures, elle s'adapte à la taille de l'activité. Le régime micro-entreprise, réservé aux auto-entrepreneurs sous certains seuils de chiffre d'affaires, se limite à un livre des recettes encaissées, pour les activités de vente, un registre des achats. Le régime réel simplifié concernait des PMU sous certains seuils. Avec une comptabilité complète mais une présentation allégée du compte de résultat et du bilan. Le régime réel normal, celui de la menuiserie valoir dont le chiffre d'affaires dépasse les seuils du simplifié, impose une comptabilité complète et une annexe détaillée qui explique les méthodes retenues. 3 niveaux d'exigence, pour une même obligation de fonds, refléter fidèlement la réalité économique de l'entreprise. Pour ancrer chaque notion dans du concret, nous suivrons la même entreprise tout au long de la série, la menuiserie valoir. C'est une EARL au capital de 20 000 €, fondée en 2019 par Sophie Valoir à Annecy. L'atelier fabrique des meubles et agencements sur mesure pour particuliers et professionnels, emploie 6 salariés. Et réalise en 2026 un chiffre d'affaires d'environ 820 000 €. Nous verrons son bilan, son compte de résultat, ses écritures de TVA, ses immobilisations, jusqu'à sa clôture annuelle. Un cas unique, qui grandit avec vous au fil des 10 épisodes. Exactement comme une vraie entreprise vit et se transforme d'un exercice à l'autre. Avant d'ouvrir le premier chiffre, prenons le temps de connaître l'entreprise que nous allons suivre. 4 menuisiers qualifiés travaillent en atelier, un apprenti en alternance complète l'équipe de production. Et Sophie Valoir pilote elle-même le commercial et la relation client. Épaulée par une assistante administrative à mi-temps qui gère la facturation et le suivi des paiements. L'atelier livre principalement des cuisines et des dressings sur mesure à des particuliers d'Annecy et de sa région. Ainsi que de l'agencement de commerce pour quelques professionnels fidèles. C'est cette réalité de terrain, avec ses délais de livraison, ses achats de bois et ses paiements mensuels, que la comptabilité générale transforme en chiffres exploitables. Retenez ces 4 repères, ils reviendront régulièrement. Un chiffre d'affaires d'environ 820 000 €. 6 salariés, entre l'atelier de fabrication et le bureau administratif. Un capital social de 20 000 €, apporté à la création. Et une entreprise fondée en 2019, donc avec cet exercice comptable déjà clôturé au moment où nous filmons. Ces chiffres ne sont pas décoratifs, nous les retrouverons dans le bilan à l'épisode 2. Dans le compte de résultat à l'épisode 3, et dans chaque cas pratique qui suit. Jusqu'à la clôture complète de l'exercice à l'épisode 10. La comptabilité française repose sur des principes fixés par le plan comptable général et l'autorité des normes comptables. Le principe de prudence impose de ne jamais surévaluer un actif ni sous-évaluer une dette. Même en cas d'incertitude sur l'issue d'une opération.
Le principe de permanence des méthodes interdit de changer de méthode de calcul d'une année sur l'autre sans justification et sans mention explicite dans l'annexe. Pour que les comparaisons restent honnêtes. Le principe d'indépendance des exercices rattache chaque charge et chaque produit à l'année qui les concernait réellement. Peu importe la date d'encaissement ou de paiement. Ces trois principes, nous les retrouverons très concrètement à l'épisode 9 sur les provisions et le rattachement des charges et des produits. Un repère avant d'avancer, l'exercice comptable. C'est la période, généralement 12 mois, sur laquelle l'entreprise arrête ses comptes. La majorité des sociétés françaises retiennent l'année civile. Du 1er janvier au 31 décembre, ce qui simplifie le calendrier fiscal et social. Mais rien n'oblige à ce choix. Une entreprise saisonnière peut caler son exercice autrement pour que la clôture tombe en période calme d'activité. La menuiserie Valoir clôture au 31 décembre. À la fin de chaque exercice, 2 documents résument tout, le bilan. Une photographie à un instant donné, et le compte de résultat, le film de l'activité sur la période. Nous les détaillons dans les 2 prochains épisodes. Une question revient souvent chez les créateurs d'entreprises, faut-il un logiciel spécialisé? La loi n'impose pas d'outil précis, seulement un résultat, l'enregistrement chronologique, sincère et exhaustif des opérations. Mais en pratique, un logiciel de comptabilité capable de générer un fichier des écritures comptables. Le FEC devient vite indispensable, car l'administration fiscale peut l'exiger lors d'un contrôle. Comme nous le verrons en détail à l'épisode 5. La menuiserie Valoir utilise depuis sa création un logiciel de comptabilité en ligne connecté à son compte bancaire professionnel. Ce qui simplifie le rapprochement bancaire que nous verrons à l'épisode 4 et fait gagner à Sophie Valoir plusieurs heures chaque mois. Une question fréquente chez les créateurs d'entreprises, faut-il obligatoirement un expert comptable? En France, aucune loi n'impose à une EARL de confier sa comptabilité à un professionnel. Sophie Valoir pourrait légalement tenir seule sa comptabilité si elle en avait les compétences et le temps. Mais dans la pratique, la quasi-totalité des PMU font appel à un expert comptable inscrit à l'ordre. Pour structurer les comptes, sécuriser les choix fiscaux et préparer l'alias annuel. Son visa, sans être une garantie légale absolue, rassure fortement les banques et l'administration fiscale. Qui savent qu'un professionnel diplômé est responsable civilement à superviser les écritures les plus sensibles de l'exercice. Distinguons bien deux métiers. L'expert comptable accompagne l'entreprise dans la tenue et la présentation de ses comptes. Le commissaire aux comptes, lui, exerce une mission différente, il certifie, en toute indépendance, que les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. Cette certification devient obligatoire lorsqu'une société dépasse 2 des 3 seuils fixés par décret. Portant sur le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxe, et le nombre moyen de salariés. La menuiserie Valoir, avec ses 6 salariés et ses 820 000 € de chiffre d'affaires annuel, reste aujourd'hui confortablement sous ces seuils réglementaires, et n'est donc pas soumise à cette obligation de certification légale. Un dernier point mérite d'être précisé avant de passer au bilan. Une fois déposés au greffe, les comptes annuels d'une société deviennent en principe publics. N'importe qui, y compris un concurrent, peut en demander une copie moyennant un coût modique. Cette transparence, voulue par le législateur pour protéger les tiers, peut inquiéter certains dirigeants soucieux de confidentialité. La loi prévoit toutefois des aménagements. Les plus petites entreprises, sous certains seuils, peuvent déposer une présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat. Voire demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Sophie Valoir a choisi, avec son expert comptable, l'option de confidentialité partielle disponible pour sa taille d'entreprise. 3 erreurs que commettent presque tous les créateurs d'entreprises. 1. Confondre trésorerie et résultat. Avoir de l'argent disponible sur le compte bancaire ne veut pas dire que l'entreprise est rentable. Ce sont 2 questions différentes que nous distinguerons précisément à l'épisode 3. 2.
jeter ou perdre les pièces justificatives. Sans facture, une écriture comptable ne résiste à aucun contrôle fiscal, et l'obligation de conservation est de 10 ans. 3. Négliger la saisie comptable en début d'activité, en se disant qu'on rattrapera tout à la fin de l'année. Cette habitude multiplie les oublis et les erreurs de rattachement, et complique inutilement le travail de l'expert comptable au moment de la clôture. Ce tableau récapitule un point souvent mal connu, la durée de conservation varie selon la nature du document. Et il vaut mieux la connaître avant de faire le tri dans ses archives. Les livres comptables et les factures se conservent 10 ans, la durée la plus longue, fixée par le Code de commerce. Le double des bulletins de paie que l'employeur doit conserver se garde 5 ans, selon le Code du travail. Les déclarations de TVA, elles, doivent rester accessibles 6 ans, en application du livre des procédures fiscales. La menuiserie Valoir archive tout numériquement sur un espace sécurisé. Ce qui rend ces durées beaucoup plus faciles à respecter qu'avec des dossiers papier entassés dans un local. Résumons cet épisode. La comptabilité générale est une obligation légale fixée par le Code de commerce, pas une option réservée aux grandes entreprises. Elle sert simultanément de preuve juridique, d'outil de pilotage et de base de calcul fiscal. Chaque écriture doit s'appuyer sur une pièce justificative datée, conservée 10 ans. Et chaque exercice se clôture par 2 documents essentiels, le bilan et le compte de résultat. Que nous allons construire ensemble dans les 2 prochains épisodes avec la menuiserie Valoir comme fil conducteur. Un dernier repère avant de conclure ce premier épisode. La forme précise de l'obligation comptable, ses seuils, son calendrier, son plan de compte, varie d'un pays à l'autre. Mais le principe de fond, lui, se retrouve dans la quasi-totalité des économies développées. Toute activité commerciale organisée doit produire un compte rendu fiable et vérifiable de son patrimoine et de sa performance. La menuiserie Valoir, en tant que EARL française, applique le plan comptable général et le Code de commerce. Une entreprise allemande appliquerait le Handelsgesetzbuch, une entreprise britannique les normes du Company Act. Le vocabulaire diffère, l'exigence de fond reste la même partout, rendre des comptes, littéralement. Dans le prochain épisode, nous ouvrons le bilan de la menuiserie Valoir pour comprendre ce qu'elle possède. Ce qu'elle doit, et comment ces 2 colonnes s'équilibrent toujours. Vous trouverez cette formation complète, avec calculateur et cas pratiques, sur axiofin.com. Rendez-vous à l'épisode 2.